Maintenant, si on regarde ensemble la question 11, dans la question 11, on parle d'un interféromètre de Michelson éclairé au moyen d'une lampe au sodium. On dit pendant que le miroir mobile se déplace de 0,1 mm, 340 franges brillantes se succèdent sur l'écran. Quelle est la longueur d'onde émise par la lampe au sodium? Donc, première question, c'est quoi un interféromètre de Michelson? Ok. Un interféromètre, on le représente schématiquement comme ça. Donc, c'est un système où vous avez une source lumineuse, une lampe au sodium par exemple, ou un laser, peu importe. Euh, la lumière passe à travers un miroir semi-réfléchissant, ce qu'on appelle en bon français un beam splitter. Donc, c'est un séparateur de faisceaux. Ok. C'est fait pour laisser passer la moitié de la lumière puis réfléchir la moitié de la lumière qui est incidente. Donc, vous allez avoir la moitié de la lumière qui va passer tout droit, frapper un deuxième miroir et revenir, pendant que l'autre moitié a été déviée. Il s'est rendu à un miroir mobile, puis revient ensuite vers le faisceau, le séparateur de faisceau, pardon. Donc ici aussi, vous allez avoir la moitié de la lumière qui va être réfléchie, la moitié transmise. Puis de la même façon, la moitié de la lumière réfléchie, la moitié transmise. Nous, on va regarder qu'est-ce qui se produit sur un écran. OK? Donc, imaginons que les deux miroirs sont exactement à la même distance du séparateur de faisceau. Ben, qu'est-ce qui va se produire? Les deux faisceaux lumineux vont avoir parcouru exactement la même distance. Donc, quand ils vont être recombinés, ils vont être à nouveau en phase l'un avec l'autre. Supposons par contre qu'on déplace un miroir mobile de un quart de la longueur d'onde qui éclaire le dispositif. OK? Qu'est-ce qui va se produire? Ben, la lumière qui sera au miroir mobile va parcourir deux fois un quart de longueur d'onde de plus. Donc, il va parcourir une demi-longueur d'onde de plus que la lumière qui va s'être rendue au miroir fixe avant de se recombiner. Puis nous, qu'est-ce qu'on sait? C'est que si deux faisceaux parcourent une distance différente d'une demi-longueur d'onde, ben maintenant, ils vont interférer de façon destructive. Donc, vous devriez avoir une tache sombre sur l'écran. Donc, vous passez à chaque fois que vous déplacez le miroir mobile d'un quart de longueur d'onde, vous remplacez une tache brillante par une tache sombre. Vous remplacez l'interférence constructive par de l'interférence destructive à l'écran. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble un interféromètre de Michelson? OK. Ben, vous avez ici un de table. OK. Le laser, le séparateur de faisceaux et un miroir ajustable et un miroir euh, mobile ici. OK. Donc, les deux faisceaux vont être réfléchis ici, puis là, vont se recombiner en traversant à nouveau. Et ici, on l'utilise, par exemple, pour mesurer la longueur d'onde. Donc, c'est ça qu'on observe sur l'écran. OK? Donc, vous mettez le miroir mobile. Quand on déplace le miroir mobile, ce qu'on remarque, c'est que la tâche au centre passe de brillante à sombre à brillante à sombre. OK? Donc, à chaque fois qu'on déplace un miroir d'un quart de longueur d'onde, on se trouve à remplacer l'interférence constructive par l'interférence destructive, puis ainsi de suite. OK? Donc, ce qu'on dit, si on passe, eux, ils calculent d'une demi-longueur d'onde, donc on passe de brillant à chaque demi-longueur d'onde, parce que de déplacer le miroir d'une demi-longueur d'onde fait une différence de marge supplémentaire d'une longueur d'onde entière. Donc, ce qu'ils font ici, c'est juste tout simplement qu'on compte le nombre de franges brillantes qui vont circuler. Puis, comme ça, on sait de combien. Puis là, il y a une vis micrométrique là, assez précise. Là. Donc, pardon, on va compter le nombre de franges brillantes qui se succèdent. OK? Donc, c'est juste ça, il faut juste compter. OK? Puis on sait qu'à chaque fois qu'une frange brillante remplace une frange brillante, qu'on revient avec le même patron, c'est qu'on a déplacé le miroir d'une demi-longueur d'onde. OK? Donc, lui, il se rend jusqu'à 20, si je me souviens. Puis, pendant ce temps-là, ils vont noter de combien s'est déplacé le micromètre. OK? Donc, le micromètre s'est déplacé d'environ 6,5 microns. OK? Bon, ça, pourquoi? Ben, parce qu'on a dit qu'à chaque frange, on se déplaçait de une demi-longueur d'onde. OK? Donc, nous, on s'est déplacé 6,5 microns. On a vu 20 franges défiler, donc on a fait 20 moitiés de longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde est de 65 dixièmes de micron ou encore de 650 nanomètres, ce qui correspond au rouge. OK? Donc, c'est vraiment ce qu'on observe. OK?
Donc ça, c'est le principe de fonctionnement pardon, d'un interféromètre de Michelson. OK. Qui était Michelson? OK. Ben, en fait, c'est le gars qui a inventé ça. OK. Michelson est un Américain, considéré comme un Américain, mais il est né en Allemagne, de parents juifs. Puis comme beaucoup de juifs à l'époque, là, il est né bon, vous voyez, en 1850, là, ils ont immigré vers les États-Unis parce que l'Europe, en général, ben, c'était pas tant mieux aux États-Unis non plus, remarquez, là. Donc, c'est ça. Donc, Michelson, pardon, était. Donc, Michelson était considéré comme un Américain, mais en fait, il est né de parents juifs. OK. Puis comme pour beaucoup de Juifs, la vie n'était pas facile en Europe au tournant du 19e, au tournant du 20e siècle, pardon. Ils ont immigré aux États-Unis, mais il a toujours été intéressé par la science en général. Il a été dans la marine américaine, dans la Navy, là, ok. Euh, il a une carrière assez remplie. Il a inventé un interféromètre comme ça. En fait, il travaillait là-dessus depuis longtemps, mais il a vraiment perfectionné son interféromètre. Il s'en est servi bon, pour plusieurs expériences. Juste pour vous donner une idée, on dit qu'il s'est mérité un prix Nobel en 1907. C'est le premier Américain à s'être mérité un prix Nobel de physique. OK? Si c'est pas tout court. OK? Euh, pour avoir, entre autres, déterminé la longueur du mètre étalon. Donc, on ne fera pas un cours de métrologie ici, la métrologie, pas la météorologie. La métrologie, c'est la science derrière l'étude des unités de mesure. Donc ça s'en vient nerd longtemps. Là, OK? Quand tu es rendu à étudier les unités de mesure, c'est que tu t'en viens un peu next level en matière de nerd. Ben Michelson, il était un peu là-dedans. Euh, c'est le genre de question qu'on se pose pas souvent. C'est quoi un mètre? C'est quoi une seconde? Ben, c'est quoi une seconde? On va y revenir quand on va parler de relativité. Mais pour l'instant, si on se préoccupe de qu'est-ce qu'un mètre, pendant longtemps, un mètre, c'était quoi? C'était la longueur d'une barre de métal de 1 mètre qui était entreposée dans un laboratoire, dans le laboratoire des poids et mesures à Paris. Okay? Puis si tu voulais savoir combien mesurait ton cossin, ben, il fallait que tu ailles le comparer au mètre étalon. Évidemment, c'est pas pratique parce que le mètre étalon doit être quasiment dans le vide absolu parce que tu veux pas qu'il rouille. Tu vas le faire. Ils l'ont fait de différents alliages pour pas que ça rouille. Évidemment, le métal a tendance à se dilater sous l'action de la chaleur, donc il fallait qu'il soit à telle température. Michelson, lui, a un peu réglé le problème en utilisant son interféromètre pour mesurer la longueur, la grandeur du mètre, puis l'exprimer en termes de la longueur d'onde de la lumière rouge émise par des atomes de cadmium. Ok. Donc, il a compté que la longueur du mètre étalon était égale à 150, à 1 533 163,5 fois à une demi-longueur d'onde près, à un dixième de longueur d'onde près, la longueur d'onde de la lumière rouge du cadmium. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'il a mis son miroir fixe, qu'il a mis son miroir mobile à une extrémité du mètre étalon, puis il a déplacé le miroir mobile jusqu'à l'autre bout du mètre étalon, puis il a compté le nombre de cycles qui sont passés. Je peux pas. En fait, c'est ça que je me dis, mais je peux pas croire qu'il a compté jusqu'à 1,5 million comme ça. Moi, je me dis probablement qu'il a pris un de ses étudiants gradués pour faire ça, qui était souvent un truc quand tu cherches du monde pour faire des mesures comme ça. Toi, tu as l'idée, tu montres l'expérience, mais c'est pas toi qui as fait, c'est trop vulgaire compter jusqu'à 1,5 million. Mais bon, ok. Il a aussi fait une expérience très fameuse sur laquelle on va revenir plus tard dans le cours quand on va parler de relativité pour montrer, en fait, le résultat négatif le plus fameux probablement en physique, là, il a montré que l'éther n'existait pas. Ok. L'éther luminifère, là, qui était le fameux milieu dans lequel se propageaient les ondes lumineuses, ça l'a influencé Einstein. Quoi qu'Einstein admet pas qu'il était au courant des travaux de Michelson en 1907, en 1906-1907, là où il a établi le fait que l'éther n'existait pas puis que la vitesse de la lumière était constante. Mais ça, on va y revenir plus tard dans la session. Donc, un interféromètre comme ça, justement, c'est un objet qui permet de mesurer des grandeurs, des distances avec une extrême précision. Là, okay? Il n'y a pas d'appareil, encore à ce jour, aussi précis que ça.
C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on utilise... bon, mais premièrement, si on fait la question en tant que telle, on dit, pendant qu'on a déplacé le miroir de 0,1 mm, 340 franges brillantes se sont succédées. Ça veut donc dire que on a déplacé le miroir, que ça produit une différence de marche de 340 longueurs d'onde. Comme à chaque euh, comme on déplace un miroir puis que la lumière fait un aller-retour, ça veut donc dire qu'on a déplacé le miroir de 170 longueurs d'onde. Ça veut donc dire que notre 0,1 mm de déplacement correspond à 170 fois la longueur d'onde ou à 340 demi-longueurs d'onde de la lumière, qui est donc de 588 nanomètres, pardon, la longueur d'onde de la lampe au sodium. Okay? Des applications de l'interférométrie. En fait, c'est encore à ce jour l'appareil qui permet de mesurer les distances de façon la plus précise ever. Okay? Donc, on s'en sert pour aujourd'hui détecter des ondes gravitationnelles. Okay? Donc, vous avez peut-être entendu parler de la découverte des ondes gravitationnelles il y a déjà de ça quelques années. C'est une expérience qui a été réalisée. Donc, on remonte déjà en 2016. Donc, c'est une expérience qui remonte. Ben, l'expérience en tant que telle, ça fait quoi, 40 ans que ça a été mis sur pied, cette expérience-là. Mais, donc, c'est deux interféromètres. Donc, vous voyez ici, on vous disait, vous avez un séparateur de faisceau, puis vous avez deux bras, là, ok? Donc, vous avez un séparateur de faisceau. Ici, vous avez deux miroirs, puis vous avez un écran, puis une lampe. Ben, ça, c'est à l'échelle d'un laboratoire complet. Donc, dans le building qui est ici, vous avez la source laser, le séparateur de faisceau, puis l'écran. Ok. Les deux bras avec les miroirs sont ici. Donc, vous avez un bras avec un miroir à un bout, un bras avec un miroir à l'autre bout. Ces deux bras-là font 4 km de long, par contre. Ok. Donc, c'est pas une affaire qui fit sur une table. C'est littéralement une mesure, c'est littéralement un laboratoire qui fait 4 km par 4 km. Ok. Euh, c'est fait pour détecter des ondes gravitationnelles. Excusez. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Vous remarquerez ici, on vous donne un aperçu. Là, si on lit le résumé, on dit bon, en 2015, les deux détecteurs de l'observatoire. Pourquoi les deux détecteurs? Parce que ben, premièrement, on cherche quelque chose d'excessivement faible comme signal. Okay? On va revenir sur les dimensions. En fait, le signal est tellement faible qu'il s'agit qu'il y ait un camion qui passe sur la route à côté du détecteur. Puis des fois, c'est assez pour faire shaker le tout puis donner l'illusion qu'on a vu une onde gravitationnelle. Donc, ils ont construit deux détecteurs. Puis, ils les ont séparés physiquement. Donc, il y en a un dans l'État de Washington qui est dans le nord-ouest des États-Unis, puis vous en avez un en Louisiane qui est dans le sud-est des États-Unis. Donc, ils ont séparé physiquement les deux détecteurs. Donc, vous avez deux fois dans le fond, l'appareil là, ici. Là, ok. Vous en avez deux comme ça. Ok. Donc, un dans l'État de Washington, puis un en Louisiane. Euh, donc, les deux ont détecté quelque chose en même temps. Donc, on dit la fréquence du signal variait de 35 à 250 Hz avec une contrainte ici d'une partie dans 10 à la moins 21. Donc ça, on va y revenir, mais ça veut dire qu'on a détecté le déplacement d'un miroir d'une partie dans 10 exposant 21. OK? Donc, on va y revenir. C'est vrai, ça n'a comme pas d'allure. OK? On dit ça, ça correspond à ce qui est prédit par la relativité générale pour la fusion de deux trous noirs. Puis, blablabla, la probabilité que ce soit un faux événement est de à peu près 1 sur 203 000 ans. Donc, ils sont très confiants. La source se trouve à une distance d'environ 410 mégaparsecs, qui correspond à un redshift de 0.09. Puis, on dit dans, la, dans le référentiel de la source, la masse initiale des deux trous noirs était de 36 puis 29 masses solaires, qui produit un trou noir total de 62 masses solaires. Si vous regardez 36 plus 29, ça fait 65. Qu'est-ce qui se passe avec les trois masses solaires qui manquent? Ben, en fait,
ces trois masses solaires-là ont été transformées en énergie, puis c'est ça qui s'est dispersé dans l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles. Ok. Euh, c'est la première détection directe d'ondes gravitationnelles, puis la première observation de la fusion de deux trous noirs. Ok. Donc, pourquoi on parle de la première observation directe? En fait, c'est parce qu'on avait déjà des indices indirects de l'existence des ondes gravitationnelles. En particulier, euh, on a ce qu'on appelle un pulsar milliseconde, qui est celui-ci. Donc, un pulsar, c'est quoi? C'est un pulsar, c'est une ancienne étoile à neutrons qui tourne sur elle-même très très rapidement, puis elle tourne sur elle-même avec une période, pardon, à peu près 1,57 millisecondes. Excusez. Puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il ralentit, donc sa période de rotation augmente, donc il tourne de moins en moins vite sur lui-même, ce qui nous porte à croire qu'il perd de l'énergie. On explique ça parce qu'il irradie des ondes gravitationnelles. Donc, c'était une preuve indirecte de la présence des ondes gravitationnelles. Mais là, on a vraiment une preuve de l'existence des ondes gravitationnelles. Donc, l'article au complet, je vais vous le retrouver. Donc, c'est ça, c'est l'article au complet. Donc, ça, c'est ce que j'ai décrit avec vous. Alors, on va regarder ça ensemble, parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, donc, introduction. Ici, on parle un peu des premiers calculs sur les trous noirs, des prédictions. Euh, donc, on parle en fait ah, c'est pas exactement le même pulsar. Excusez ça, c'est le premier pulsar milliseconde, mais vous avez un pulsar binaire, puis on voyait qu'il y avait de la perte d'énergie. Donc, on a démontré l'existence des ondes gravitationnelles, mais pas par preuve directe. Euh, donc, les observations, ensuite, après l'introduction, on passe aux observations. Donc, le signal qui a été détecté dans l'État de Washington, le signal qui a été détecté en Louisiane, avec les observations qui ont été rajoutées par-dessus les deux observations, dans le fond, de Hanford, là, qui ont été rajoutées par-dessus en rouge, puis qui ont été renversées, peu importe. Les prédictions ok, du modèle de relativité ok, qui ont été utilisées, puis la résidus, donc autrement dit la différence entre ce qui est observé et ce qui reste à la fin, donc on voit que c'est juste du bruit, donc ils sont pas mal confiants qu'ils ont le bon modèle. Ici, donc comment ça fonctionne, ici c'est la fréquence de l'onde gravitationnelle en fonction du temps. Donc on écoute, on détecte à différentes fréquences en fonction du temps, puis là on voit quelque chose qui va lentement à une fréquence de 30-60 Hz, puis qui augmente jusqu'à 100-250 Hz, puis après ça, puis qui disparaît. Okay? Donc, c'est un signal qui commence à une faible amplitude, puis là, qui augmente en fréquence, okay? Puis qui s'éteint. Comment on l'interprète? Mais on s'imagine que vous avez deux trous noirs qui s'approchent les uns des autres. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont osciller, ils vont tourner les uns autour des autres de plus en plus rapidement parce qu'ils s'approchent. Ils vont fusionner, ok? Puis ensuite, ring down, là, donc ça va un petit peu shaker, puis ça va s'éteindre assez rapidement. Évidemment, tout ça se passe très rapidement, ok? Parce que vous avez deux trous noirs qui ont une vitesse environ de l'ordre de 0,3 à 0,5 fois la vitesse de la lumière. Donc, les deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre à 50% de la vitesse de la lumière. Ok? Donc, ça n'a aucun sens, là, ok, ce qui se produit. Euh, donc, eux ici, vous voyez l'explication la plus plausible pour l'évolution de leur signal, c'est ça. Ok? Une telle évolution est caractérisée par ce qu'on appelle la chirp mass. Puis là, vous allez voir la référence 11 si ça vous tente. Vous avez là-dedans la fréquence, puis le taux de variation de la fréquence. Donc, comment varie la fréquence en fonction du temps. C'est ça le F avec un point par-dessus. Si vous voulez aller voir d'où vient cette formule-là, vous devez aller voir la référence 11. Puis je vous garantis que dans la référence 11, il doit y avoir un bon paquet de références parce que ça ne sort pas de n'importe où cette histoire-là. Donc, eux, ils ont fité en bon français les données avec ça. OK? Euh, donc, c'est ça. Une fois qu'on a présenté les observations, on parle
du détecteur en tant que tel. Donc, vous avez, comme je vous disais, un détecteur dans l'État de Washington, un dans l'État de la Louisiane. Les deux détecteurs sont séparés de l'équivalent de 10 millisecondes à la vitesse de la lumière. Okay? Donc, ça aide à la triangulation, en fait, parce que même si tu entends un signal, si tu veux savoir d'où vient le signal, tu as besoin d'avoir une idée de la direction d'où provient votre signal. Fait que pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez deux détecteurs, en fait, idéalement trois, ok, si vous voulez être capable de détecter dans l'espace un point précis. Mais, puis en plus, ils ont mis les deux bras à 90 degrés les uns des autres pour des histoires de phase, là, mais peu importe, là, c'est pas. Il n'y a rien de laissé au hasard là-dedans. Donc ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'ils appellent le bruit de contrainte. Okay? Donc, c'est leur sensibilité. Okay? Donc, ils sont capables de détecter, dépendamment de la fréquence à laquelle ils observent leur signal, à peu près une partie dans 10 à la 23. Okay? Donc, ça, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que la lumière circule à travers le bras de 4 km. En fait, elle circule plusieurs fois pour des raisons pratiques, pour allonger le signal. Mais vous voulez détecter un déplacement de une partie dans 10 à la 22, dans 10 à la 23 de la longueur du bras ici. Okay? Donc, ça revient littéralement à mesurer un déplacement de l'ordre d'une fraction d'un 10 millième du diamètre d'un proton. Okay? Donc, vous avez un miroir, puis vous voulez voir bouger ce miroir-là sur une distance équivalente à un 10 millième du diamètre d'un proton. Okay? Franchement, bravo les gars, parce que juste de penser que c'est faisable, c'est un peu débile en soi. Okay? Fait que le faire pour vrai, quand même, félicitations. Donc, on va revenir. Je vais aller vous montrer de toute façon une petite vidéo sur ça. Le détecteur, des simulations, sur la discussion de ce qui est la source, conclusion, perspective, remerciements. Okay. Les remerciements, tous ceux qui ont financé le projet, la liste des références. Okay. Donc, c'est un. Excusez, voyons. C'est un article assez court là, qui fait 8 pages. Okay. Puis ça, c'est la liste des références qui sont citées dans le papier. 118 références à autant d'articles différents. Puis ça, c'est la liste des auteurs. Okay. Donc, les auteurs sont par ordre alphabétique ici. C'est tous des chercheurs qui ont travaillé de proche ou de loin à la réalisation de l'expérience. La liste des instituts de recherche qui ont participé à cette expérience-là. Vous avez 133 instituts de recherche qui ont participé à cette expérience-là. Vous avez même 3 chercheurs qui sont décédés pendant l'expérience. Okay? Donc, ils les mettent quand même à titre posthume là-dedans, ce que je trouve quand même un beau clin d'œil. Donc, vous avez une idée de ce que ça représente une expérience comme ça. Okay? Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, puis je vous reviens, okay? Je vais vous montrer un petit peu ce qui se cache derrière une expérience comme ça. Okay? Donc, laissez-moi quelques secondes. Donc, nous voici de retour. C'est Veritasium, c'est la chaîne dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Okay? Donc, je les laisse aller. To detect such tiny wiggles, you have to measure over as large a distance as possible, which is why the arms of the interferometers are 4 kilometers. And even with arms this long, gravitational waves vary the length of the arms by at most 10 to the minus 18 meters. So the detector has to be able to reliably measure distances just 1/10,000th the width of a proton. It's the tiniest measurement ever made. So how is it possible to measure that, considering all the other sources of vibrations and noise in the environment, like earthquakes, traffic, and electrical storms? Well, for one thing, the mirrors are the smoothest ever created. They weigh 40 kilograms or 90 pounds and are suspended by silica threads, just twice the thickness of a hair, to isolate them from their environment. And even then, the only way to be certain not to be tricked by environmental noise was to build 2 detectors far apart from each other in reasonably quiet locations. That allows you to distinguish between local noise, which would appear at only one site, and gravitational waves, which would pass through both sites almost simultaneously. I'm in a building that contains a 1 to 100 scale of LIGO, the gravitational wave detector
The next challenge is the laser. Whoa. Whoa. It's a lot of stuff. It is a lot. You need a laser that can provide one and exactly one wavelength. You can imagine if your laser wavelength is changing and you're trying to use interference of light waves to make this measurement, it's never going to work because it's something like trying to measure this distance, but your ruler stick is constantly changing back and forth. You can't tell how many inches this is. All this equipment, at least 3/4 of it, all we're trying to do is make the laser more stable. And by the end of the day, what we've achieved is something which has a stability of 1 part in 10 to the 20. What does that mean? That's 100 billionth of a trillion. That's kind of what we end up with. The best lasers for this purpose have a wavelength of 1064 nanometers. That's infrared light. But this presents a problem. How can you measure 10 to the minus 18 with 10 to the minus 6 wavelength of light? Yes. I wish more people would ask this question. It's great. Donc, vous voyez un peu aussi, donc, on explique la longueur d'onde de la lumière d'à peu près, c'est un laser infrarouge, donc de l'ordre de 10-6 mètres. Comment on peut mesurer un déplacement d'une partie dans 10 à la 20 avec quelque chose qui mesure 10 à la moins 6 mètres? Okay? Ce qui n'est pas une question niaiseuse, pas en tout. Okay, non? For this animation to show such a large shift in the wavelength, but the reality is it's only 1/trillionth of a wavelength that the arms are shifting in length. It seems obvious that you can measure half a wavelength because that'll cause the light to interfere with itself. Yeah, but that's fully. That'll go from completely dark to completely bright. So are you looking at like slightly darker and slightly brighter? Yeah. And the limit here to how good we can measure this difference between dark and bright has to do with the fact that the light is discrete. It comes in discrete chunks, which are called photons. The variation in the number of photons hitting the mirrors at any instant due to this quantum uncertainty is proportional to the square root of the total number of photons. What this means is the more photons you use, the smaller the uncertainty gets. Donc, juste pour revenir, on explique, dans le fond, c'est sûr que si on décalait d'une demi-longueur d'onde, on verrait passer de l'interférence complètement constructive à complètement destructive. Ici, c'est pas ce qu'on peut faire. On va juste déplacer le miroir d'une fraction d'un milliardième de la longueur d'onde. Donc, ce qu'on va voir, c'est juste un petit peu plus d'interférence, un petit peu moins d'interférence. Donc, ce qui est important de faire, c'est d'augmenter la quantité de lumière. Okay? Plus il y a de lumière, plus la variation d'intensité va être facile à détecter. Okay? That's a fraction of the total. This is why the laser power in the arms is 1 megawatt. That is enough energy to power 1,000 homes in a light beam. Donc, on explique encore. On dit, c'est pour ça que la puissance qui circule dans le faisceau, c'est 1 mégawatt. Tu sais, les petits lasers rouges ouverts que vous avez dans le laboratoire ou chez vous, c'est des lasers 1 milliwatt, 5 milliwatts. Okay? Mais là, c'est 1 mégawatt. Donc, c'est de l'ordre du 1 milliard de petits lasers comme ça concentrés dans un seul faisceau. Okay? A megawatt, you know, boom. It won't even rip your head off. You just vaporized. It'll be just a smoking stump. Even with a perfect laser and 1 megawatt of power, anything the light hits would interfere with it, even the air. So all the air in the arms of the detectors had to be eliminated. And it took 40 days to pump down to just 1/trillionth of atmospheric pressure. And the tubes were heated up to the temperature of an oven to expel any residual gases. They pumped out enough air to fill up 2.5 million footballs, making it the second largest vacuum in the world after the Large Hadron Collider. Now here's something most people don't think about, which is that gravitational waves stretch space-time. So light traveling through that space should be stretched as well. If everything is stretching, how do you know anything is stretching? How do you know anything is stretching? That's the conundrum. It doesn't make any sense. This whole thing is bogus. Shut it down. Donc, encore, on explique ici que, évidemment, si l'espace-temps est étiré, ben, la lumière qui traverse devrait voir sa longueur d'onde étirée elle aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour détecter un déplacement si tout est étiré? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que quoi que ce soit est étiré? Okay? I would send the laser beam down this tube and then wait for it to come back. And then I would say, well, nothing happened because the space got stretched and the laser wavelength got stretched. It looks the same if it got stretched or not stretched. Exactly. It doesn't make any sense. Well, it's sort of a matter of timing is how it works. So the amount of time it takes for light to go down this tube and comes back is very short. However, the wave, the gravitational wave, when it comes through,
it's doing this slow thing, like this noise I made, which is low. It's a slow stretching. It's only 100 times per second. And it's true, when the wave comes through, the light which is in there, it actually does get stretched. And then that part doesn't do the measurement for us. But now that the space has stretched, that laser light is like come and gone. It's out of the picture. We're constantly shooting the laser back into the system. So the new fresh light now goes through there and has to travel a bigger distance than the light before. And so by looking at how this interference changes with time and keeping the laser wavelength from the laser itself fixed, we're able to do the measurement. So what was needed to... Donc, c'est quand même pas peut-être, OK? Donc, on explique, c'est que la fréquence d'oscillation, justement, due au passage non gravitationnel est faible, de l'ordre de 100 ou 200 Hz, ça veut dire 100 200 fois par seconde. Mais la lumière, le temps que ça y prend pour faire l'aller-retour, c'est une fraction d'une seconde, OK? Donc, ça veut dire que on envoie la lumière. Quand ça s'étire, c'est sûr, comme il expliquait, la longueur d'onde du laser est étirée, mais le temps que l'onde revienne, puis qu'on shoot de la nouvelle lumière, là, si le faisceau, si l'onde gravitationnelle a allongé le bras, entre guillemets, mais là, la nouvelle lumière va avoir une plus grande distance à partir. Donc, c'est en regardant comment l'interférence varie dans le temps qui vont être capables de faire la mesure. To detect gravitational waves? Well, a megawatt of laser power to minimize shot noise of exactly one wavelength, because we're trying to measure just a trillionth of that wavelength. Continually inserted to replace older light that's been stretched and squished in the world's second largest vacuum chamber at just a trillionth of atmospheric pressure, hitting the smoothest mirrors ever created, suspended by silica threads, at 2 distant sites to eliminate noise, with 4-kilometer-long arms to increase the magnitude of gravitational waves to just 1,000th of the width of a proton. You know, what we already do daily in here is what I would have said is impossible if you'd asked me about it 20 years ago. One of the things that was most interesting for me to learn was what is limiting the sensitivity of the detectors today. And it turns out it is quantum mechanics, and essentially you can think of it like a Heisenberg uncertainty principle. We've got 2 things, and together their uncertainty has to be bigger than a certain value. Luckily, for us, we're only trying to measure one thing here. We're not trying to measure 2 things at the same time. All we want to know is how much more did this arm get stretched from that arm? And that's the key point, which people did not understand until recently. The way to build these systems is such that they're extremely good in measuring one thing, and that all of the uncertainty which comes from quantum mechanics is completely crammed into this other thing that we don't care about. I feel like we're getting down to these levels of nature where it seems like nature doesn't want you to go any further. But through our ingenuity, we're figuring out ways to engineer quantum noise. I think that's such a remarkable concept, and I look forward to the results that it's going to bring. I think the next logical step is to go from 2 signals to detecting all the black holes in the universe all of the time. It's not like an alien civilization level of technology. It's just, we have to do a lot better than what we're doing now, but I see it sort of within our grasp. Donc, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur la recherche scientifique, là, dans le fond, c'est qu'on va passer de l'astronomie optique à l'astronomie gravitationnelle. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va trouver? Personne ne le sait. Parce que c'est littéralement une nouvelle façon d'observer l'environnement autour de nous. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de travailler sur des systèmes qui vont être des interféromètres de Michelson, mais équivalent de LIGO, mais en orbite, okay, par exemple. Donc, on veut éliminer le bruit de la Terre. LISA, par exemple, c'est 3 satellites qui vont être lancés, si tout va bien, en 2034. Okay? Donc, on n'est pas à demain. Là, okay? C'est 3 satellites qui vont être séparés d'environ 1 million de kilomètres. Donc, ça fait un triangle équilatéral. Puis, ce qu'on veut observer, c'est au moment où l'onde passe, c'est de savoir si les satellites vont bouger les uns par rapport aux autres. Évidemment, ça entraîne un paquet de contraintes techniques. Ils ont commencé à faire des expériences en pratique. Là. Donc, vous avez l'ISA Pathfinder, par exemple, qui a été lancé il y a quelques années. Donc, ici, excusez, là. Donc, l'ISA Pathfinder, c'est des études conceptuelles. Est-ce que ça fonctionne ou pas, cette expérience-là? Okay? Donc, vous avez, par exemple, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un mini-interféromètre. Okay? Ils ont fait un mini-interféromètre qui fit dans un seul télescope. Okay? Dans un seul télescope. Évidemment, c'est pas pour faire détecter les ondes gravitationnelles, mais c'est ce qu'ils appellent proof of concept. C'est pour voir si c'est possible de le faire. Donc,
Évidemment, l'affaire qui est intéressante aussi, vous avez besoin d'avoir un satellite, pardon, où c'est que c'était? Vous avez besoin d'avoir un satellite qui n'est pas soumis à aucune force, ok? Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe si vous avez, on est rendu à quoi là? On est rendu à 2,5 millions de kilomètres, donc ça change avec le temps, là, il rajoute ou il enlève de l'argent, là, donc, mais ça prend ce qu'on appelle un satellite inertiel. Donc, un satellite inertiel, imaginez, on va y revenir plus tard dans la session, mais imaginez que vous avez un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Ok. Ce qu'on va voir plus tard dans la session, c'est que nous, on veut qu'on suit une trajectoire inertielle. Donc, on va voir les détails plus tard dans le cours, mais la, j'ai comme pas le goût de vous le dire parce que je suis pas dans quelque chose, mais la gravité, c'est pas une force. Ok, ça, je vous vends un peu un punch qu'on va voir plus tard, là, mais la gravité, c'est pas une force. On va revenir là-dessus, là, paniquez pas, là, ok? Ça veut pas dire que vous allez décoller du sol. Ça veut dire que les objets suivent des trajectoires inertielles. La Lune qui tourne autour de la Terre, elle se déplace sur une trajectoire inertielle, elle se déplace en ligne droite à vitesse constante. Mais l'affaire, c'est qu'elle se déplace dans un espace-temps qui est courbe. Ok. Donc c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre. Elle n'est pas soumise à aucune force. Elle se déplace en ligne droite à vitesse constante, mais elle se déplace dans un espace-temps qui est courbe. Là, vous allez me dire que c'est ça un espace-temps courbe. Et je vais vous dire, ben, imaginez la surface de la Terre, justement. Ok. Si vous décidiez de partir demain matin, puis de marcher en ligne droite à vitesse constante, puis supposons qu'il n'y a pas d'océan puis de montagne, là, puis que, bon, peu importe. Ben, qu'est-ce qui se passe au bout de 40 quelques mille kilomètres? Ben, vous auriez fait la circonférence de la Terre au complet, vous reviendrez à votre point de départ. Ok. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous déplacer sur... Non, vous êtes déplacé en ligne droite à vitesse constante, mais vous êtes repassé sur vos pas parce que l'espace dans lequel vous vous déplacez est courbe. Donc c'est la même chose, la Lune qui tourne autour de la Terre, la Lune se déplace en ligne droite à vitesse constante, mais dans un espace-temps qui est courbe, donc elle tourne autour de la Terre indéfiniment. On va faire la même chose avec un satellite. Donc vous avez un satellite qui se déplace en ligne droite à vitesse constante. En fait, on en a ici des images de trajectoire, pardon. Ok. Donc, vous avez ici, par exemple, les trois satellites qui vont tourner les uns autour des autres. Tout ça va tourner autour du Soleil comme ça. Mais eux, ils sont soumis à aucune force. Donc, ils suivent une trajectoire qui est une géodésique qu'on appelle, qui est une ligne droite dans l'espace-temps, une trajectoire inertielle autour du Soleil. Évidemment, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient soumis à aucune force pour que ça soit respecté, parce que s'il y a une force qui est exercée sur eux, là, ils vont se mettre en mouvement autour, ils vont changer de géodésique si on veut. OK? Donc, comment on fait pour s'assurer que l'objet ne subit aucune force? Ben, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le satellite, le Science Package, là, le payload, appelez ça comme vous voulez. Donc, on va mettre, par exemple, euh, un cube, ok? Puis ce cube-là va flotter dans le vide. Donc, au moment où on lance, on va construire un satellite, autrement dit, on va construire un satellite autour ah, ok, de notre objet. Ok? Au moment où on lance le satellite, en fait, non, excusez, je vais finir par l'avoir, ok? Je vais tracer une coquille, ok? Puis à l'intérieur de cette coquille-là, vous allez mettre votre cube. OK? Donc, votre satellite, dans le fond, là, c'est ça ici. OK? Ça, c'est le satellite en tant que tel. À l'intérieur, ici, cette coquille-là, c'est vide. Puis ça, ici, vous avez une masse. Ici. Cette masse-là, on veut qu'elle suive une géodésique. Donc, comment on va s'assurer de ça? C'est qu'on va mettre des sensors ici qui vont détecter la distance. OK? Puis si ça donne que, mettons, le vent poussait ou quelque chose, une force poussait sur le satellite, OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Le bras ici va raccourcir, le bras ici va s'allonger, OK? Parce que ça subit pas la force, OK? Ça, c'est encapsulé à l'intérieur du satellite, OK? Donc, si vous remarquez à un moment donné que ça se contracte, ça s'étire, ben, vous savez que le satellite est en train de bouger autour de la masse test. Donc, vous allez avoir des petits moteurs, des petits thrusters qui vont exercer une poussée dans l'autre sens pour ramener ça parfaitement en équilibre. Donc, comme ça, vous gardez votre satellite parfaitement inertiel
en orbite autour du Soleil, il ne subit aucune force. Donc, si vous voyez que la distance entre les satellites change alors que la masse, elle, n'a pas bougé, ben, vous êtes capable de conclure que c'est le passage d'une onde gravitationnelle qui est venu affecter ça. Donc, de détecter le passage d'onde gravitationnelle. Donc, ça, c'est. En tout cas, là, ça s'en vient vraiment des affaires assez nice, là. OK? C'est ce qu'ils appelle un drag-free satellite. Je l'ai vu, là. Drag-free attitude control. OK? En tout cas, vous irez fouiller là-dessus si ça vous intéresse. Mais vous allez avoir un paquet comme ça d'observatoires à ondes gravitationnelles. Donc, vous avez LISA, par exemple, qui va chercher dans le domaine du centième de Hertz. Donc, LIGO est ici autour de 100-200 Hertz là, qui détecte. Mais LISA, l'interféromètre spatial, va chercher à des fréquences plus faibles. Donc, il va avoir un signal qui a une fréquence plus faible. OK? Mais c'est qu'on ne va pas détecter la même chose. Donc, au lieu de détecter les fusions de trous noirs, on va détecter, par exemple, des binaires d'un autre type. Là, okay? Donc, dépendamment de ce qu'on va chercher à détecter, on va utiliser différents détecteurs, un peu comme on le fait en astronomie aujourd'hui. Donc, je voulais parler de ça un petit peu. C'est une introduction à l'interféromètre de Michelson. C'est un petit peu plus long que j'avais prévu, mais c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Puis, ça, en même temps, ça vous parle de LIGO. Depuis, juste pour aller vérifier, là, juste pour aller vous montrer, euh, juste partager un petit peu avec vous l'observatoire LIGO. Euh, donc, vous allez voir ici, je pense que vous allez avoir euh, toutes les publications qui ont été faites. Non, détection papers. Donc, toutes les détections d'ondes gravitationnelles qui ont été faites OK, depuis la première ici en 1915. Donc, ça, c'est en 2015. Ça, c'est l'article que je vous ai montré tantôt. OK? Puis vous avez eu plusieurs détections qui ont été faites déjà. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous présenter sur l'interférence. En fait, on a couvert les pellicules minces, là, si vous remontez au début du cours, puis jusqu'à l'interféromètre de Michelson. Donc, on se revoit une prochaine fois. Merci.